Lovecraft. Tout de suite, dans Horrifiques Histoires. Et merci beaucoup, Hellblazer. Ce que j'aime bien, c'est que dans la rediff, ils ont juste le merci à Hellblazer comme ça, sans contexte. C'était ça le contexte. Bon, j'ai déjà fait l'intro entière, donc c'est parti pour la clé d'argent. Bonne écoute, braves gens. À tout de suite pour l'immersion. À 30 ans, Randolph Carter perdit la clé de la porte des rêves. De nocturnes excursions par-delà l'espace, en d'étranges cités anciennes et en d'inoubliables jardins, aux massifs charmeurs s'étendant au-dessus de mers éthérées, l'avaient, avant cette année-là, dédommagé des médiocrités de la vie. En atteignant le milieu de son âge, il sentit que, progressivement, ses privilèges lui échappaient jusqu'à disparaître à la fin, complètement. Désormais, ses galères, après avoir passé les flèches d'or de Thran, ne pourraient plus jamais faire voile sur le fleuve Oukranos, ni ses caravanes d'éléphants cheminer dans le Clède à travers les jungles parfumées où, sur leurs colonnes d'ivoire, dorment intacts et fascinants sous la lune les palais oubliés. Et bonsoir Franck. Il avait lu trop de choses dans la réalité, discuté avec trop de gens. Des philosophes bien intentionnés lui avaient appris à observer les relations logiques des événements et à analyser les processus engendrant les pensées et les rêves. Après quoi, le merveilleux avait fui, tandis qu'il l'oubliait, lui, Carter, que toute vie dans notre cerveau n'est qu'une collection d'images et qu'il n'y a pas de différence entre celles qui naissent des objets réels et celles qui naissent de nos rêves intimes. Pas plus qu'il n'y a de raison de considérer les unes comme supérieures aux autres. L'habitude avait rebattu ses oreilles d'une superstitieuse vénération pour tout ce qui existe tangiblement et l'avait rendu secrètement honteux de ses visions. Des sages lui avaient assuré que les images de ses rêves étaient puériles et vides, plus qu'absurdes, car ceux qui sont en proie à de telles images s'obstinent à les croire pleines de signification et d'intention, comme ils croient au sens de l'aveugle cosmos qui, en réalité, broie sans but le néant pour en extraire quelque chose, et broie par retour ce quelque chose en un nouveau néant, n'attachant, ne reconnaissant aucune importance, ni à l'existence, ni au désir des esprits qui, pour une seconde, s'agitent dans le présent,
puis sombre dans l'obscurité. Ces sages l'avaient enchaîné aux objets visibles, puis lui en avaient expliqué le fonctionnement jusqu'à ce que toute parcelle de mystère ait disparu du monde. Quand, se plaignant, il s'impatienta de trouver une échappée vers le crépusculaire royaume où la magie façonnait jusqu'aux plus minces fragments de vie et faisait grand cas des moindres associations de son esprit haletant d'espoir et d'inextinguible joie, les sages le poussèrent vers les terres neuves et les prodiges de la science, l'invitant à trouver le merveilleux au sein des tourbillons d'atomes et le mystère au creux des dimensions célestes. Plus tard, lorsqu'il eut échoué, incapable de découvrir des merveilles au milieu de phénomènes dont les lois étaient connues et mesurables, les sages lui dirent qu'il manquait d'imagination et de maturité, puisqu'il préférait les illusions du rêve aux illusions de notre monde matériel. Ainsi, essayant de faire ce que font tous les autres, Carter avait prétendu que les événements quotidiens et les émotions terrestres ont plus d'intérêt que les imaginations des âmes délicates et rares. Il n'avait pas contredit les sages lorsqu'il lui affirmait que, dans la vie réelle, la douleur animale d'un porc que l'on saigne ou celle d'un laboureur dyspeptique ont autrement plus d'importance que l'incomparable beauté de Narat, de ses centaines de portes ciselées et de ses coupoles de calcédoine dont, confusément, il avait le souvenir d'avoir rêvé. Et, sous leur directive, il s'était mis à cultiver un sens aigu de la pitié et de la tragédie. De temps en temps, il ne pouvait manquer cependant de s'apercevoir de la superficialité, de l'inconstance et du manque de signification de toutes les aspirations humaines, ainsi que du vide absolu de nos impulsions réelles, vide contrastant radicalement avec les pompeux idéaux que nous prétendons poursuivre. S'étant aperçu que la vie quotidienne est à chaque pas bourrée d'extravagance et d'artifices, il voulut avoir recours au rire de bon ton dont les sages lui avaient appris l'usage contre l'extravagance et l'artificialité des rêves. Il avait conscience que la réalité est moins digne de respect que le rêve, car elle est pauvre en beauté et répugne à admettre ses propres manques de raison et de but précis. Sur cette voie, il devint une sorte d'humoriste, ne se rendant pas compte que l'humour lui-même est vide dans un univers dépourvu de toute inspiration supérieure et châtré de tout critère de vérité, aussi bien au sein de la durée cohérente qu'au sein du chaos. Au premier jour de son esclavage, il s'était tourné vers une rassurante foi de petite église que la naïve croyance de ses pères lui avait rendue chère, espérant qu'à partir de cette foi s'ouvriraient pour lui, droites comme des avenues, des voies mystiques prometteuses d'une échappatoire à la vie. En y regardant de plus près, il ne put, malgré les professions de foi éternelles, que constater, parmi la majeure partie des prêtres,
le règne grotesque et accablant d'une beauté et d'une imagination en train de périr, d'une banalité se desséchant plus encore, et d'une solennité aux rites empruntés et figés comme ceux d'une cour d'oiseaux nocturnes. Il ressentit profondément la maladresse avec laquelle cette foi cherchait à demeurer vivante, comme si, littéralement, elle incarnait encore, contre des peurs et des doutes croissants, l'ultime salut d'une race primitive, en proie à l'inconnu. Carter fut très déçu de voir avec quel luxe de cérémonie le peuple tentait d'extraire des vieux mythes une réalité terrestre que réfutait chaque pas en avant de sa science vantarde, et le sérieux déplacé de cette tentative tua en lui l'attachement qu'il aurait pu garder pour les croyances anciennes, leurs rites sonores, et les échappées émotionnelles qu'en guise de rêve et de voyage aux pays éthérés lui offraient leur vérité. Lorsqu'il aborda l'étude de ceux qui ont jeté bas les vieux mythes, il les trouva pourtant plus détestables encore que ceux qui ne l'avaient pas fait. Ces gens ne savaient pas que dans l'équilibre réside la beauté, et que dans un cosmos dépourvu de sens, il n'y a pas de critère à la douceur de vivre, puisque ce cosmos n'est en harmonie qu'avec nos sensations et nos rêves, tandis qu'il façonne aveuglément les minuscules sphères qu'il tire du chaos. Ces gens ne savaient pas non plus que le bien et le mal, la beauté et la laideur ne sont que les ornements d'une perspective dont la seule valeur dépend du hasard chanceux qui fit de nos pères des êtres doués de pensée et de sensibilité, hasard aux détails subtilement différents pour chaque race et pour chaque culture. Au lieu d'essayer d'y voir clair, ces gens ont soit totalement nié ces phénomènes, soit tâché de les transformer en instincts vagues et brutaux, semblables à ceux qui gouvernent les bêtes et les manants. De cette façon, leur vie, pleine de l'orgueil grotesque d'avoir échappé à un univers moins sensé que le leur, se traîne longuement dans la douleur, l'inharmonie et la laideur. Ils ont échangé les faux dieux de pitié aveugle et de peur contre ceux de débauche et d'anarchie. Carter ne goûta guère à ces libertés toutes modernes, car leur médiocrité sordide rendait malade son esprit amoureux de la beauté unique et révoltait sa raison contre la bien maigre logique dont faisait preuve leur champion en plaquant sur des instincts brutaux un sacré arraché aux vieilles idoles qu'ils avaient rejetées. Il s'aperçut que la plupart d'entre eux, à la manière de l'ancien clergé qu'ils avaient renversé, étaient incapables d'échapper à cette duperie. Croire que la vie a un sens étranger à ce que les hommes peuvent rêver en elle. Quand, à la lumière des dernières découvertes scientifiques, la nature crie son immortalité, non pas du tout, vous m'en voulez pas. Quand, à la lumière des dernières découvertes scientifiques, la nature crie son immoralité du fond de son inconscience et de son impersonnalité,
La vie ne saurait, en effet, mettre de côté, au-delà de celle de la beauté, les évidentes notions des morales et des éthiques. Pervertis et rendus bigots par leurs illusions préconçues de justice, de liberté, de conformisme, ils ont jeté bas l'ancienne doctrine, l'ancienne voie et les vieilles croyances sans faire au moins l'effort de constater que cette doctrine et cette ancienne voie étaient l'unique origine de leur actuelle façon de penser et de juger, leur unique critère dans un univers dépourvu de sens, de but fixe et de référence stable. Ayant perdu ces cadres artificiels, leur vie privée aussi bien de direction que d'intérêt évoluèrent jusqu'au point où, à la fin, se livrant au bruit, à l'excitation, aux distractions barbares et aux sensations animales, ils prirent leur ennui pour un affairement prétendument utile. Quand tout cela, les ayant déçus, fut devenu insipide et nauséeux, ils cultivèrent l'ironie et la causticité, et en même temps que l'ordre social, découvrirent la faute. S'apercevront-ils jamais que leurs brutales réglementations sont aussi versatiles et tout aussi contradictoires que les dieux de leur père, et que ce qui est satisfaction d'un instant devient poison de l'instant qui le suit. La beauté, calme et durable, ne vient nous visiter qu'en rêve. Mais le monde a rejeté bien loin cette consolation, le jour où son culte du réel exila les secrets de l'enfance et de l'innocence. Dans ce chaos de vide et d'agitation, Carter essaya de vivre en honnête homme de bonne pensée et de bonne famille. Ses rêves se flétrissaient sous le ridicule de l'âge. Il ne lui fut plus possible de croire, mais son amour de l'harmonie le garda tout près des chemins de sa race et de sa condition. Impassible, il marchait à travers les cités des hommes, soupirant parce qu'aucune échappatoire ne lui semblait réelle, parce que tout éclair de soleil sur les hautes voitures et tout clin d'œil au ras du soir sur les plazas à balustrade ne servait qu'à lui rappeler les rêves autrefois vécus et à le faire se languir des contrées éthérées dont il avait perdu le secret. Les voyages n'étaient qu'une moquerie. La Grande Guerre, elle-même, ne l'émut qu'assez peu, bien que dès son début, il se fût engagé dans la Légion étrangère. Pour un temps, il y trouva des amis, mais fut bientôt lassé par la crudité de leurs émotions, l'uniformité et la grossièreté de leurs visions. Que hors de sa portée, tous ses parents soient loin de lui faisait ressentir une vague joie, car il n'aurait pu comprendre la vie de son esprit. Seuls l'eussent pu son grand-père et Christopher, son grand-oncle. Mais tous deux étaient morts depuis longtemps. Et bonsoir des entre-deux. Une fois de plus, il se mit alors à écrire des livres, travail qu'il avait complètement abandonné lorsque ses rêves l'avaient délaissé. Il n'y avait, là non plus, ni plénitude, ni satisfaction, car la présence du monde l'enveloppait, l'empêchant de penser comme autrefois à des formes admirables.
Une humeur ironique détruisait les minarets crépusculaires qu'il avait élevés, et la crainte bien terrestre de l'invraisemblance chassait de ces jardins féeriques toute la surprise délicate des fleurs. Une pitié conventionnelle répandait sa fadeur sur ces personnages, tandis que le mythe de la nécessité d'émotions réalistes et d'événements suggestifs et humains dégradait en satire sociale à bon marché ou en allégorie à peine voilée toute sa profonde inspiration. Ces nouveaux romans furent coronavirus. Ces nouveaux romans furent couronnés d'un succès que les anciens n'avaient jamais connu. Mais lorsqu'il eut compris quel vide il devait renfermer pour plaire au vaniteux troupeau de ses lecteurs, il les brûla et cessa d'écrire. Vinrent alors de forts agréables romans dans lesquels il souriait courtoisement aux rêves qu'il tentait d'ébaucher. Mais il comprit que leur sophistication avait sapé toute leur vie. Après ces tentatives, il cultiva délibérément l'illusion et passa maître dans les techniques du bizarre et de l'excentrique, les utilisant comme antidote à la banalité. Beaucoup de ces techniques ne tardèrent pourtant pas à montrer leur dénuement et leur pauvreté. Il s'aperçut alors que les doctrines populaires de l'occultisme sont aussi sèches et aussi inflexibles que celles de la science, sans se racheter pour cela par une mince trace de vérité. La fausseté, la stupidité grossière et l'incohérence de la pensée ne sont pas l'équivalent du rêve. Ils ne peuvent apporter à un esprit d'un niveau supérieur aucune évasion hors de la vie réelle. Carter acquit des livres maudits et se mit à l'étude des plus terribles et des plus pénétrants chercheurs du fantastique. En fouillant ce que peu ont fait les arcanes de la connaissance, en analysant les vibrations qui crépitent au fond des plus secrets abîmes de la vie, de la légende et de l'antiquité immémoriale, il fit des découvertes qui devraient, par la suite, le troubler à jamais. Il décida de vivre sur un plan inhabituel et, dans ce but, meubla sa maison de Boston de telle sorte qu'elle fût adaptée à ses changeantes dispositions d'esprit. Chacune eut sa pièce tendue des couleurs appropriées, fournie des livres et des objets qui lui convenaient, munie enfin d'appareils générateurs de sensations, de lumière, de chaleur, de son, de goût et d'odeur. Carter entendit parler, un jour, d'un homme que l'on craignait et fuyait dans le sud à cause des secrets blasphématoires qu'il avait découverts dans des livres préhistoriques et des tablettes d'argile venues en fraude de l'Inde et de l'Arabie.
Il lui rendit visite et vécut avec lui durant 7 années, partageant ses études jusqu'à ce que, saisi d'une horreur sans nom, au minuit d'une nuit, il ressortit seul d'un cimetière archaïque et inconnu où ils avaient pénétré tous les deux. Il retourna alors en Nouvelle-Angleterre, habiter la terrible vieille cité de ses pères, Arkham, ville hantée des sorcières. Là, parmi les saules blanchis et les toitures chancelantes, il poursuivit au cours de nuits obscures des expériences qui le poussèrent à sceller pour toujours le journal de l'un de ses ancêtres, à l'esprit trop particulièrement noir. Toutes ces horreurs ne le portèrent cependant qu'au bord de la réalité, sans jamais lui faire franchir les bornes de cette vraie contrée des rêves que sa jeunesse avait connue. Aussi désespérait-il, à 50 ans, de trouver le bonheur dans un monde trop affairé pour que s'y révèle la beauté et trop âpre pour qu'y naissent les rêves. Enfin, conscient de la vaniteuse futilité de la réalité, Carter vécut dès lors dans une solitude meublée par les regrets et les souvenirs décousus du temps si plein de rêves de sa jeunesse. Il estima stupide de se tracasser pour se garder en vie. Aussi se procura-t-il, par l'intermédiaire d'une relation sud-américaine, un curieux poison qui devait, sans souffrance, le jeter dans l'oubli. La force de l'habitude et l'inertie furent cause pourtant qu'il différa cet acte et continua de languir, indécis, parmi ses premiers souvenirs. Il décrocha les étranges tapisseries dont il avait recouvert ses murs et remit la maison dans l'état où elle se trouvait lorsqu'il était enfant. Draperies pourpres, mobilier victorien et tout le reste. Il y a du léger trigger warning, si jamais. Avec le temps, il devint presque heureux d'avoir différé son suicide, car sa séparation du monde et les reliques de sa jeunesse lui firent sembler infiniment distante et irréelle la vie et sa sophistication. Tant et si bien qu'un vague espoir et une vague magie revinrent se glisser la nuit dans son sommeil, qui, pendant des années, n'avait connu que les réflexions déformées des choses quotidiennes, ce que connaissent les plus banals sommeils. À présent, réapparaissait la lueur vacillante d'un monde plus étrange et bien plus fantastique. Lueur d'approche d'une imminence vaguement terrifiante, s'incarnant en images intensément claires de ses jours d'enfant, tandis que lui revenaient en mémoire d'inconséquentes minutes depuis très longtemps oubliées. Souvent,
il s'éveillait en appelant son grand-père ou sa mère, alors que tous deux reposaient dans leur tombe depuis un quart de siècle. Une nuit, son grand-père lui rappela la clé. Le vieil érudit, grisonnant, aussi vivant que dans la vie d'autrefois, l'entretint longuement, avec fougue, de leur immémoriale lignée et des étranges visions qu'avaient eues les hommes raffinés et sensibles qui la composent. Il parla de se croiser au regard de feu qui, pendant que les Sarrasins le tenaient captif, apprit d'extraordinaires secrets. Il parla du premier Sir Randolph Carter qui, à l'époque élisabéthaine, s'initia à la magie. Il parla aussi de cet Edmund Carter qui, de justesse, avait échappé à la pendaison dans l'affaire des sorcières de Salem et avait rangé dans un coffret antique une grande clé d'argent léguée par ses ancêtres. Avant que Carter ne s'éveillât, le noble visiteur lui avait expliqué où retrouver le coffre, archaïque merveille de chêne sculpté dont aucune main, depuis 2 siècles, n'avait soulevé le bizarre couvercle. Carter le découvrit dans l'ombre et la poussière d'une grande mansarde, oubliée au fin fond du tiroir d'une haute commode. Il mesurait 1 pied carré environ, et les sculptures gothiques qui l'ornaient étaient si effrayantes qu'il ne s'étonna pas que personne depuis Edmund Carter n'ait osé l'ouvrir. Le coffret ne laissa échapper aucun bruit lorsqu'il le secoua, mais dégagea une obscure odeur d'épices inconnues. Le fait qu'il contenait une clé n'était en vérité qu'une légende lointaine, et le propre père de Randolph n'avait pas même été au courant de son existence. Scellé de ferrures rouillées, aucun système ne semblait avoir été prévu pour en faire jouer la formidable serrure. Carter avait la vague certitude qu'il y trouverait la clé perdue d'une porte des rêves. Mais son grand-père ne lui avait pas dit où et comment l'utiliser. Un vieux serviteur ébranlant, comme il l'avait déjà fait lui-même, les hideux visages au regard méchant taillés dans le bois noir, força le couvercle sculpté. À l'intérieur, enveloppé dans un parchemin décoloré, il y avait une énorme clé d'argent terni, couverte d'arabesques occultes, mais aucune explication lisible. Le volumineux parchemin ne contenait que de bizarres hiéroglyphes tracés au roseau dans une langue inconnue. Carter, pourtant, identifia ces caractères. Ils étaient semblables à ceux qu'il avait vus sur certains rouleaux de papyrus appartenant à ce kabbalistique érudit du Sud qui avait disparu à minuit dans un cimetière ignoré de tous. Cet homme tremblait toujours en lisant ce rouleau. Maintenant, c'était au tour de Carter.
Il nettoya la clé et la garda près de lui la nuit dans son odorant coffret de vieux chêne. La vivacité de ses rêves augmenta sans qu'il lui montrasse aucune des cités étranges et des jardins incroyablement beaux d'autrefois. À présent, il semblait assumer un rôle bien précis, dont le propos ne pouvait être mal compris. Tout au long des années, il le rappelait en arrière, et de par toutes les volontés confondues de ses pères, semblait le repousser vers quelque origine ancestrale et secrète. Il sut alors qu'il devait se tourner vers le passé et s'y perdre au sein des vieilles sources. Jour après jour, il pensa à ces collines dans le nord où, près de l'impétueux Miskatonic, s'élève Arkham, la ville hantée et la rustique demeure solitaire de sa race. Dans la pallide lumière d'automne, à travers des lignes infiniment plastiques de collines se déroulant jusqu'à l'horizon, Carter prit la vieille route courbe qui s'allonge entre les prairies closes de petits murs, les pentes de terrain boisés, les fermes blotties au creux des valles et les clairs méandres de cristal du Miskatonic surmontés çà et là de rustiques ponts de pierre et de bois. Un tournant lui révéla le groupe d'ormes géants où l'un de ses ancêtres avait mystérieusement disparu un siècle et demi plus tôt. Il frissonna, tandis qu'à travers eux le vent soufflait de façon significative. Plus loin se dressait avec ses méchantes petites fenêtres et son grand toit incliné du côté nord, presque jusqu'au sol, la maison croulante de Goody Fowler, la sorcière. En passant devant, il accéléra et ne ralentit pas avant d'avoir grappé. Désolé. En passant devant, il accéléra et ne ralentit pas avant d'avoir grimpé la colline où, calme et blanche, la vieille maison de sa mère et des pères de sa mère regardait par-dessus la route l'angoissant et pourtant aimable panorama de pentes rocheuses et de vallées verdoyantes que hantaient à l'horizon les flèches éloignées de Kingsport et la présence dans le lointain arrière-plan de la mer archaïque chargée de rêves. La vieille résidence des Carter, qu'il n'avait pas vue depuis 40 ans, apparut alors au sommet de la plus haute colline. Quand il en atteignit le pied, l'après-midi était très avancé. Il s'arrêta à mi-côte, à la pointe d'une des courbes de la route, pour scruter la région où, sous la magie des rayons obliques d'un soleil d'ouest, les choses semblaient se nimber de gloire et d'or au cœur d'un halo de lumière. L'étrangeté de ses rêves récents et l'espoir qu'il recelait semblaient présents dans cet extraordinaire paysage silencieux qui lui évoquait les solitudes vierges des autres planètes, tandis que ses yeux découvraient le velours herbeux des étendues désertes, ondulant sur les pentes entre les murs croulants, les masses féeriques des forêts rehaussant les lignes pourpres et lointaines de collines dressées par-delà les collines proches,
et la spectrale vallée boisée qui plongeait dans l'ombre, vers des creux humides où les eaux sournoises murmurent et gargouillent parmi de turgescentes racines déformées. On débriefera après. Non mais c'est juste que dans ma tête, il y a une petite voix qui fait « Oh là là, je suis Lovecraft, si je mets une virgule, je suis une salope !» Pardon, j'ai craqué. La ponctuation, bordel. La ponctuation. Oh, je suis Lovecraft, les points, c'est pour les faibles. Ah. Ça de phrase, ça de putain de phrase. Ah, j'aime bien ces descriptions, mais putain, la ponctuation, frère. Il y a turgescente aussi. C'est même pas ça qui m'a fait rire. C'est même pas ça qui m'a fait rire. En vrai, il faut lui offrir des points surtout. Les virgules, ça va encore, mais même si elles ont aucun sens. Merci. Ah mais en tant que conteur, c'est un entraînement incroyable. C'est du pain béni. Waouh. Si vous voulez estimer le level d'un conteur, vous lui faites lire ça. Sachant que je n'ai pas lu en amont. Je découvre. C'est du sport, les gars. Bref. Ouais, envoyez de la force, merci. Ah, je suis désolé. Je suis sorti du personnage, mais waouh. Waouh. J'aime ces descriptions. Mais putain, fais des phrases correctes. Julien, je te retiens. Alors, de ce que j'en sais, Pravida, je pense que c'est surtout que ça colle trop à la façon d'écrire de Lovecraft. Du coup, voilà. Du coup, ça donne ça. Bref! Carter comprit que moteur et mécanique n'avaient aucune place au sein de ce royaume dont il était en quête. Il abandonna sa voiture à la lisière de la forêt et, mettant dans la poche de son manteau la clé d'argent, il commença à gravir la colline. Il était à présent comme immergé au fond des bois, mais il savait que la vieille demeure s'élevait sur un haut monticule qui, sauf au nord, se dégageait de la forêt. Il se demandait quel serait à présent l'aspect de la maison laissée de par sa négligence vide et inoccupée depuis la mort de son singulier grand-oncle Christopher, survenu 30 ans auparavant. Au cours de son enfance, il avait passé là de longues visites de vacances, découvrant dans les bois au-delà du verger d'étranges et fatales merveilles.
la nuit étant proche, l'ombre s'épaississait autour de lui. Une trouée soudaine s'ouvrit à sa droite parmi les arbres et lui permit d'apercevoir dans Kingsport, par-dessus des lieux de prairies crépusculaires, le vieux clocher de la congrégation sur Central Hill. Roses sous les derniers flots du jour, les vitres des petites fenêtres rondes flambaient du feu qu'elles reflétaient. Un instant plus tard, lorsqu'il fut retombé dans l'ombre dense, il se rappela, avec un sursaut de surprise, que cette rapide vision devait avoir jailli du fond de sa mémoire enfantine, et d'elle seule, étant donné que la vieille église blanche avait été abattue pour agrandir d'une salle l'hôpital de la congrégation. Il avait lu cette nouvelle avec intérêt dans un journal qui, à ce sujet, parlait de souterrains et de passages mystérieux qu'on avait découverts sous l'église, dans la colline rocheuse. À travers cette énigme qui l'interrogeait, résonna soudain une voix aiguë. Et, de nouveau, à ce son familier malgré le nombre des années, il sursauta. Le vieux Benija Cory, déjà très âgé au temps de ses visites enfantines, avait été domestique chez son grand-oncle Christopher. Il devait donc à présent être sur la centaine, car cette voix aiguë ne pouvait venir d'aucun autre. Carter ne put distinguer les paroles, mais le ton était obsédant et tel qu'on en pouvait douter. Dire que ce vieux Benny pouvait être encore en vie. « Mr. Randy! Mr. Randy, où es-tu? Veux-tu faire mourir de peur ta vieille tante Marty? Ne t'a-t-elle pas assez dit de rester dans les parages durant l'après-midi et de rentrer avant que la nuit tombe? Randy! Randy! Ce gosse a la passion de s'enfuir dans les bois. Il passe la moitié de son temps à rêver dans les hautes coupes auprès de ce repère de serpents. Hé! Randy! Dans les ténèbres, épaisses comme de la poix, Randolph Carter s'arrêta et se frotta les yeux. Il y avait quelque chose de suspect. Il s'était rendu dans un lieu où il n'aurait pas dû aller, où il n'avait rien à faire. Il s'était égaré fort loin. Et maintenant, il était irrémédiablement tard. Il n'avait pas fait attention à l'heure au clocher de Kingsport, bien qu'il eût pu aisément le faire avec sa longue vue de poche. Il comprenait que son retard avait quelque chose d'indicible et de sans précédent. Peu sûr d'avoir sur lui sa petite longue vue, il porta sa main à la poche de sa blouse pour voir si elle y était. Non, elle n'y était pas. Mais il y avait la grosse clé d'argent qu'il avait trouvée quelque part dans un coffret. Une fois, oncle Chris,
lui avait tenu des propos bizarres au sujet d'un vieux coffret jamais ouvert contenant une clé. Mais tante Martha avait brusquement stoppé l'histoire, disant que ce n'était pas une chose à raconter à un enfant dont la tête n'était que toujours trop pleine d'excentricités douteuses. Bonne soirée. Bonne soirée, Mix. Bonne nuit. Merci d'être là. Enfin, d'avoir été là. Il essaya de se rappeler où, justement, il pouvait avoir trouvé cette clé. Mais quelque chose lui semblait très confus. Il supposa que c'était dans la mansarde de sa maison de Boston et se revit vaguement en train de corrompre Parks en lui offrant le montant de son salaire d'une demi-semaine pour qu'il l'aidât à ouvrir le coffret. Ses réflexions le rassurèrent, du moins sur ce sujet. Mais tandis qu'il se remémorait cette scène, quelque chose dans les traits de Parks lui parut fort inhabituel. Comme si, tout à coup, de longues années avaient semé leurs rides sur le visage de l'actif petit cockney. « Randy! Randy! Hé! Randy !» Une lanterne oscillante s'avança sur la courbe noire. Et le vieux Benija se jeta sur la silhouette ahurie et silencieuse du pèlerin. « Le diable t'emporte, garçon, te voilà! Tu n'as donc plus de langue dans ta bouche que tu ne puisses répondre? Voilà une demi-heure que je t'appelle. Tu dois m'avoir entendu depuis longtemps. Ne sais-tu pas que ta tante Martha est complètement affolée de te savoir dehors la nuit? Attends que je le dise à oncle Chris, il se fâchera. Tu sais que ces bois ne sont pas un endroit pour se promener à l'heure qu'il est. Il s'y trouve des choses qui ne peuvent faire que du mal. Mon grand-père le savait avant moi. Allez, Mr. Randy, on rentre, ou bien Anna ne nous gardera pas notre souper plus longtemps. Randolph Carter gravissait la route, tandis qu'à travers les hauts rameaux d'automne, les étoiles, fantastiques au-dessus des choses de la terre, jetaient des lueurs vacillantes. Les chiens aboyaient. La jaune lumière des petites fenêtres vitrées brillait au loin sur la plus haute tour et par-dessus le monticule déboisé où branlait un grand toit noir devant l'ouest faiblement éclairé, les Pléiades brûlaient. Tante Martha était sur le seuil. Elle ne gronda pas trop fort l'enfant vagabond quand Benija le poussa à l'intérieur. Elle connaissait suffisamment oncle Chris pour s'attendre à une telle conduite de la part des Carter. Randolph ne montra pas sa clé, mangea son dîner en silence et ne protesta que quand vint l'heure du coucher. Il lui arrivait de rêver mieux lorsqu'il demeurait éveillé. Et puis, il désirait utiliser la clé. Au matin, Randolph fut debout de bonne heure. Il eût couru vers le plus haut du bois si oncle Chris ne l'avait attrapé et forcé à s'asseoir sur sa chaise devant la table du petit déjeuner. Il regardait impatiemment autour de lui la pièce à faible pente,
avec son tapis en lambeaux, ses poutres apparentes et ses piliers d'angle. Il sourit lorsque les rameaux du verger égratignèrent les carreaux plombés de la fenêtre. Proche de lui, les arbres et les collines étaient la porte de ce royaume intemporel, son vrai pays. Quand il put s'échapper, il tâta la poche de sa blouse pour voir si la clé s'y trouvait toujours et, rassuré, fila vers cette pente de la colline qui, commençant au bout du verger, s'élevait plus haut que le monticule lui-même. Le sol de la forêt était moussu et mystérieux. Ça et là, dans la faible lumière, on entrevoyait de grands rochers couverts de lichens ressemblant à des monolithes druidiques dressés parmi les troncs immenses et tordus d'un bois sacré. Pendant son ascension, Randolph traversait un ruisseau impétueux dont les chutes un peu plus en aval modulaient pour les faunes cachées, les égypans et les dryades, quelques incantations runiques. Il atteignit alors, ouverte dans la pente de la forêt, la démoniaque caverne au nom redouté de tanière du serpent. Les gens de la contrée évitaient cette tanière, et Benija, bien des fois, lui avait recommandé de s'en tenir éloigné. Elle était profonde, plus profonde qu'aucune autre, pensait Randolph, pour avoir découvert dans le coin le plus noir une fissure conduisant à une grotte plus grande encore. Une sorte de lieu sépulcral et hanté, dont les murs de granit donnaient la curieuse illusion de recéler quelque artifice conscient. Cette fois, il rampa comme d'habitude à travers la crevasse, s'éclairant avec des allumettes de sécurité chippées dans la boîte du petit salon, et franchit l'orifice du passage avec un empressement qui lui eût été difficile d'expliquer et même de s'expliquer. Il n'eût pu dire pourquoi il approchait du mur le plus éloigné avec tant de confiance, ni pourquoi, instinctivement, il tirait, comme il était en train de le faire, la grande clé d'argent. Quand cette nuit-là, il retourna en sautillant à la maison, il ne fournit d'excuses, ni sur son retard, ni sur le lieu d'où il venait. Et il ne fit pas attention le moins du monde aux reproches qu'on lui adressait pour avoir complètement ignoré la corne du repas de midi. Il est à présent admis par tous les parents éloignés de Randolph Carter que dans sa 10e année, quelque chose lui advint qui accrut son imagination. Son cousin, Ernest B. Aspinwall de Chicago, son aîné de 10 ans, se rappelle distinctement un changement survenu chez le jeune garçon après l'automne de 1883. Randolph avait eu des visions, comme fort peu en ont. Mais, plus étrange encore, étaient les dons qu'il révéla à propos de choses bien réelles. Il sembla, pour tout dire, avoir obtenu un singulier don de prophétie,
et fit preuve de réaction des plus inhabituelles devant des phénomènes qui, dépourvus à cette époque de signification, justifièrent plus tard ces étranges déclarations. Tandis que, dans les décades suivantes apparaissaient un à un sur le livre de l'histoire de nouveaux noms, de nouvelles inventions ou de nouveaux événements, les gens purent de temps en temps se souvenir avec étonnement de la façon dont Carter avait, bien des années auparavant, laissé négligemment tomber quelques mots, offrant une indubitable correspondance avec ce qui alors était encore fort loin dans le futur. Lui-même ne comprenait pas ces mots, ne savait pas pourquoi certains faits lui faisaient ressentir certaines émotions. Il pensait qu'étaient responsables de cet état de choses quelques rêves oubliés. C'est au plus tard, en 1897, qu'une pâleur soudaine le saisit lorsqu'un quelconque voyageur fit mention dans ses récits de la ville française de Belay en Santerre. Cela, ses amis se le remémorèrent lorsqu'en 1916, il fut grièvement blessé dans cette ville alors qu'il servait pendant la Grande Guerre dans la Légion étrangère. Les parents de Randolph Carter parlent beaucoup de ces faits parce qu'il a récemment disparu. Son vieux serviteur Parks est le dernier à l'avoir vu un matin s'en aller dans sa voiture en portant une clé qu'il avait récemment trouvée. Parks l'avait aidé à extraire cette clé du vieux coffret où elle était enfermée et s'était senti obscurément impressionné par quelque autre cause singulière qu'il n'eût pu nommer. Carter, en le quittant, lui avait dit qu'il s'en allait aux environs d'Arkham, visiter son pays ancestral. On retrouva sur le chemin des ruines de la vieille résidence des Carter, à mi-côté de la Elm Mountain, sa voiture, soigneusement rangée sur le bord de la route. À l'intérieur, les gens du pays découvrirent un coffret de bois odorant dont les sculptures les effrayèrent. Ce coffret ne contenait qu'un curieux parchemin dont aucun linguiste ni aucun paléographe ne put identifier ou déchiffrer les caractères. La pluie avait à la longue effacé toute trace de pas. Mais les investigateurs de Boston pourraient avoir quelque chose à dire des évidents dérangements opérés parmi les charpentes écroulées de la demeure Carter. C'est, affirme-t-il, comme si quelqu'un, récemment, avait fouillé les ruines. Un mouchoir blanc ordinaire, trouvé plus loin sur le côté de la colline, au milieu des rocs de la forêt, n'a pu être identifié comme ayant appartenu aux disparus. Il y eut, entre les héritiers de Randolph Carter, discussion sur le partage de ses biens. Mais je m'opposerai fermement à cette succession, car je ne crois pas qu'il soit mort. Il y a des spirales de temps et d'espace, de vision et de réalité que seul un rêveur peut deviner. Ce que je sais de Carter m'autorise à penser qu'il a
tout simplement trouver le moyen de franchir ces dédales? Reviendra-t-il jamais, oui ou non? Je ne puis le dire. Il avait besoin de retrouver les landes perdues de ses rêves et soupirait après son enfance. C'est alors qu'il trouva une clé et je ne sais pourquoi. Je crois qu'il fut capable d'en tirer un étrange profit. Je lui demanderai quand je le verrai, car je m'attends à le rencontrer sous peu dans certaines cités de rêve que tous deux nous avions coutume de hanter. Par-delà la rivière Sky, il court dans l'Ultar une rumeur disant qu'un nouveau roi règne sur le trône d'Opale d'Ilegvald, ville fabuleuse qui dresse ses tourelles au sommet de creuses falaises de verre dominant la mer crépusculaire, où les Nyori à barbe et à nageoires construisent leurs indescriptibles dédales. Je crois savoir, ou plutôt, je sais comment interpréter cette rumeur. Certaine est mon impatience de voir apparaître la grande clé d'argent, car dans ces occultes arabesques reposent symboliquement tous les buts et tous les mystères d'un cosmos aveuglément impersonnel. Et voilà pour cette première soirée à la découverte du cycle du rêve. Lesgong, finalement. Bon, ça va, c'était pas du tout épique, hein. Non, 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 la fin était pas épique du tout. pas du tout.